Bonjour. Nous allons essayer de voir ensemble aujourd'hui le rôle de l'institut Pasteur dans le laboratoire de bactériologie des aliments, des eaux et de l'environnement face à une toxi-infection de régime alimentaire. Le rôle de notre laboratoire face à une intoxication, c'est de prélever les plats témoins, des plats suspects et des eaux lors des enquêtes, identifier les germes incriminés, l'analyse des eaux, prélèvement d'hygiène corporelle, et notamment des mains et des surfaces, et la prévention par le biais d'audits et d'accompagnement pour les établissements, et la formation sur les bonnes pratiques d'hygiène. Il faut savoir que notre laboratoire actuellement participe à à plusieurs comités auprès de divers ministères, tels que le CAF, l'IANO, APA Algérie, le comité Halal et l'ANRH. Notre laboratoire veille à suivre la réglementation algérienne en vigueur, déterminée par l'arrêté interministériel du 4 octobre 2016, fixant les critères microbiologiques des denrées alimentaires, ainsi que les règles, ainsi que les normes internationales ISO. Lorsqu'on est appelé à participer lors d'une enquête de diacre, euh, lorsqu'on est appelé à participer dans une enquête de diacre, euh, nous allons faire une visite approfondie au niveau de l'établissement et essayer de relever les menus, les fournisseurs, vérifier l'étiquetage et la traçabilité qui est très importante et de moins en moins appliquée, vérifier l'ensemble des contrôles, par exemple le contrôle au niveau des chambres froides, le contrôle de la température, la fréquence de ce contrôle-là, vérifier l'état d'hygiène général du nettoyage et de la désinfection. Est-ce qu'ils utilisent les bons désinfectants? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que la fréquence du nettoyage, l'heure du nettoyage, on remarque énormément que de plus en plus le nettoyage se fait pendant le service. Or, il devrait se faire après le service, bien après le service, mais non pendant. Aussi, vérifier les résultats d'analyse bactériologique, y compris des eaux, vérifier le mode d'acheminement des matières premières et le contrôle documentaire, bien évidemment. Mais aussi, nous allons aussi signaler les anomalies qu'on va détecter au cours de notre enquête, telles que la manipulation fautive lors de la préparation, les cuissons insuffisantes, la consommation tardive après la préparation, la rupture de la chaîne de froid et la mauvaise conservation des aliments, qui est actuellement aussi un point très critique, et le non-respect des liaisons sordes et liaisons froides, par manque de matériel généralement, absence de bain-marie ou de garde-chaud, et les contaminations croisées. Bon, avant de commencer par sur les procédures générales de traitement des aliments, je vais malheureusement actuellement au niveau de l'Institut Pasteur, on reçoit actuellement énormément d'aliments qui ne sont pas conformes ou où l'analyse ne peut pas être effectuée. Pour cause, on va lui donner quelques exemples. On reçoit des aliments dans des sacs en plastique ou des glacières, des aliments remplis dans des bouteilles d'eau, des récipients qui ne sont pas à usage unique, non stériles. Donc, on a énormément de problèmes à les quantités minimales ne sont pas respectées. Parfois, on reçoit des plats qui ne sont pas complets, pas représentatifs. On va dire par exemple un couscous avec des légumes et de la viande. On reçoit juste le couscous avec de la sauce et sans le reste. Donc, ce qui rend aussi la tâche difficile. Voilà. Ainsi que, ainsi que généralement, ne reçoit sans aucune fiche descriptive de l'échantillon, qui rend aussi le travail bien compliqué. Donc, je vais essayer de donner quelques, on va dire, recommandations pour essayer d'améliorer ça. C'est une fois que la nature et le nombre de l'échantillon est déterminé et le matériel est préparé, le site de prélèvement est identifié, suivant un site propre, procéder à prélèvement des aliments de façon aseptique. Prélever en tout temps, à moins de spécifications particulières, un minimum de 100 grammes.
sauf en cas d'exception. Parfois, on peut prélever plus. Il est important aussi de considérer l'état physique du produit, solide ou liquide, et sa température de conservation, parce qu'il est conservé à température ambiante, réfrigéré au congèle. Aussi, nous avons parmi en fait, les outils de prélèvement pour tester la température. Et la température, le nettoyage de la sonde est quand même important. Pour désinfecter le thermomètre à l'aide d'un tampon d'alcool et s'assurer que l'alcool s'est bien évaporé avant de l'introduire dans l'aliment. De ne pas souffler pour accélérer l'évaporation ou essuyer la tige avec un papier. Il faut le laisser, mais il faut lui donner le temps qu'il faut, on va dire, pour que l'alcool s'évapore. Aussi, on remarque qu'il y a énormément de gens qui prennent la température avant le prélèvement. Non, la température se prend immédiatement après le prélèvement. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a des gens qui me disent qu'on n'a pas pu prendre la température. Pourquoi l'aliment est emballé ou bien congelé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut prendre la température du lieu où se trouve. Si c'est à l'intérieur d'un réfrigérateur, prendre la température du réfrigérateur. À l'intérieur d'une salle, prendre la température de la salle et le mentionner en remarque. Et pour éviter que l'eau provienne de la glace fondue contamine l'échantillon de transport dans nos glacières, il faut toujours s'assurer de l'étanchéité des chacs avant de les mettre à l'intérieur. Et procéder de cette façon, les risques de rejet dus à la contamination des échantillons durant le transport seront considérablement réduits. Maintenant, je vais essayer de donner aussi une petite description, on va dire, du plat témoin et à quoi il est destiné, on va dire. Les plats témoins sont des échantillons représentatifs des différents plats distribués aux consommateurs par l'établissement. Ils sont exclusivement destinés au contrôle en cas de suspicion de diabète. Leur analyse permettra de trouver rapidement les germes responsables et le plat incriminé, ou de démontrer que l'établissement n'est pas une source de l'intoxication. Donc, ça peut aussi blanchir l'établissement. Donc, c'est dans son intérêt de bien conserver le plat, le repas témoin. Aussi, pour réaliser les prélèvements, il faut un minimum de matériel. Il ne faut pas quand même se placer les mains dans les poches et voilà, nous allons prélever. On doit prélever dans de bonnes conditions pour que notre échantillon ne soit pas contaminé. Donc, il faut un minimum des sacs de prélèvement stériles, une pince de prélèvement, de l'alcool, un chalumeau pour le plombage, un thermomètre, des gants sur blouse, des EPI, un marqueur indélébile, une glacière, des poches de glace et des flacons stériles jetables pour le prélèvement des eaux. Aussi, il faut aussi, en tout temps, notre prélèvement doit être accompagné d'une fiche d'information qui va nous donner toutes les informations nécessaires concernant le prélèvement, le type d'aliment, le mode de préparation, le point de prélèvement, est-ce que c'est la cuisine ou la salle de service ou la chambre froide, et la date de préparation qui est importante aussi. Parfois, on prépare la veille 2 jours avant pour servir. La prise du plat témoin. La prise du plat témoin, il faut respecter quand même certaines règles. Il faut qu'on ait une quantité minimum de 100 grammes de préparation. Les conditions de service doivent être au plus près de la fin du service et non au début. Pourquoi? Plus on s'éloigne du moment de la préparation, plus on peut avoir des contaminations pour de route. Donc, le conditionnement doit se faire vers la fin du service. Le contenant, on doit avoir des boîtes hermétiques ou des sachets en plastique à usage unique à fermer en cherchant l'air, ne pas laisser l'air aussi. Et de préférence stérile, bien sûr. Il faut mentionner et identifier le plat, le repas et la date de service dans un étiquetage ou sur et conserver au réfrigérateur un maximum à 4 degrés et ne pas congeler. On remarque beaucoup, il y a des gens qui font, bon, je les ai vus personnellement, il y a des gens que je leur demande de la témoigner où. Ils disent qu'il est au congélateur parce qu'il était trop froid, donc trop chaud, donc ils l'ont mis au congélateur pour abaisser la température, ensuite pour le mettre au frigo. Non, il doit être mis directement au frigo et c'est au frigo de réguler la température. Donc, et garder un maximum 5 jours.
Avant, c'était 72 heures, on disait que c'était 72 heures. Maintenant, on voit de plus en plus, au niveau international, qu'on les garde 5 jours. Parce qu'en fait, on peut, je vais vous donner une petite remarque, en fait, on peut prélever 72 heures, jusqu'à 72 heures avant la matière première et le plat, avant l'apparition du premier symptôme. Donc, c'est pas juste l'apparition du premier symptôme d'aujourd'hui, on prélève le plat d'humidité ou bien du midi. On peut remonter jusqu'à 72 heures avant. Donc, de préférence, les garder pendant 5 jours. Le transport. Le transport, nos échantillons doivent être identifiés. Toutes les informations doivent figurer sur l'étiquette du prélèvement. Et les inscriptions à l'aide de crayons indélébiles. Alors, pourquoi? Parce que quand on met généralement les sacs de prélèvement dans la glacière, avec l'eau et les poches de glace, on a tendance, les informations ont tendance à s'effacer. Une fois arrivé au laboratoire, on n'arrive plus à se rappeler et les températures initiales, l'heure du prélèvement et la date. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des sacs comme ça, hygiéniques, stériles, et pouvoir mettre toutes les informations nécessaires sur le champ. Ils doivent être acheminés dans les plus brefs délais. Généralement, c'est préconisé en moins de 2 heures pour les aliments. S'assurer préalablement de la propreté de la glacière. Immédiatement après le prélèvement, relâcher l'échantillon dans une glacière assurant la conservation entre 0 et 4 degrés. En fait, quand on est face à un buffet avec une multitude de prélèvements, on ne va pas prélever le premier pas et le laisser sur la table et continuer le reste. Non, immédiatement, dès qu'on finit de prélever un plat, on peut mettre dans la glacière. Ensuite, nous allons les acheminer vers la prise d'essai au niveau du laboratoire. Une fois qu'ils arrivent dans au niveau de la prise d'essai, en vue de la préparation de la solution mère. Cette solution va partir elle va rentrer au niveau du laboratoire pour analyse. Nous avons deux types de liquides, d'échantillons. Nous pouvons faire face à des échantillons liquides ou solides. Les échantillons liquides, il n'y a pas de problème, cela représente la solution mère. Nous n'aurons qu'à faire des dilutions décimales. Or, les échantillons solides doivent être mélangés à un diluant et broyés. Et c'est ça ce qui va constituer la solution mère. Ensuite, faire les dilutions successives. L'acheminement du plat témoin au sein du laboratoire. Au niveau du laboratoire, il va y avoir une analyse selon des modes opératoires qui sont bien sûr basés sur des normes internationales, ISO. Et une confirmation biochimique avec une galerie rapide et des cartes d'état si nécessaire. En fait, il ne faut pas se dire uniquement OK, ça a poussé, que c'est bon. Ça dit de colis. Non, confirmer. Pour pousser même la confirmation un peu plus loin vers l'identification sérologique et la biologie moléculaire. Parce que au colis O157, comme on le sait tous, c'est une bactérie hautement virulente. Donc, de ne pas laisser et en même temps, il y aura des informations au niveau des saisons. En fait, chaque saison, on ne va pas retrouver la même colis. En fait, chaque année, il y a des études où on trouve des E. coli hautement pathogènes et il y en a d'autres des E. coli qui ne sont pas très pathogènes. Les critères recherchés au niveau de notre laboratoire lors d'une intoxication, c'est les germes aérobies à 30 degrés ou les germes mésophiles, c'est Escherichia coli, Staphylococcus coagulase positif, anaérobie subticoréducteur, les ASR, Bacillus cereus uniquement en cas où le plat contient des féculents, Salmonella et Listeria monocytosa aussi si le plat contient au moins un aliment qui est cru, qui est non cuit. Donc ces paramètres-là sont extraits de la catégorie des plats alimentaires au niveau de l'arrêté interministériel d'octobre 2016. Actuellement, comme je peux vous dire, il n'y a pas encore critères microbiologiques pour les cas d'intoxication. Donc, on passe malheureusement à côté de pas mal de bactéries comme les campylobactères qui sont cherchées à travers le monde entier en cas d'intoxication et la recherche de toxiques, sauf en cas où au niveau de la DSP, dans leur demande, ils font une demande bien précise où ils disent veuillez inclure telle bactérie pour la recherche. Les méthodes alternatives. En fait, notre laboratoire a récemment acquis de nouveaux automates, tels que le VIDAS et le Tempo. Le VIDAS, c'est un automate
Ce sont des automates de haute performance. Le VIDAS nous permet de détecter la présence, la recherche des bactéries pathogènes telles que salmonelle, listeria monocytosine et aussi les toxines de staphylocoque aureus positif et pas mal d'autres germes pathogènes, listeria SPB. Et le tempo nous permet de faire le dénombrement des micro-organismes tels que les entéropactéries, bacillus, les anaérobies. Et l'avantage de ces deux méthodes-là, de ces deux nouveaux formats, c'est la rapidité. En fait, on peut obtenir maintenant un résultat de réponse en 24-48 heures. Or, les méthodes classiques, il faut compter minimum 72 heures, sans confirmation. Donc, c'est un gain de temps énorme. Donc, une réponse rapide pour une urgence, pour pouvoir administrer un traitement, pour pouvoir prendre en charge le patient dans les plus brefs délais. Donc, ces nouvelles prestations avec le Validas et le Tempo, c'est des techniques rapides et fiables qui sont validées par AFNOR et l'AOAC. C'est des techniques alternatives, bien sûr, aux méthodes classiques, et c'est des circuits sécurisés, absence de contamination croisée. Et ils ont été validés ils sont certifiés ISO 7140, qui est la validation des méthodes, protocole pour valider les méthodes alternatives commerciales par rapport à une méthode de référence. Donc, la fiabilité, il n'y a pas à remettre en doute. Et nous avons aussi, depuis environ un an, je vais dire, nous commençons à utiliser au niveau de notre service des outils électroniques d'information et de la collecte des données. Le ArcGIS sur V123. Pourquoi 1, 2, 3? Parce que c'est effectué en trois étapes. La première étape, nous allons créer un questionnaire. Nous allons poser des questions. Dans la seconde étape, le préleveur va répondre à des questions. Questions déjà préétablies dans un formulaire. Et la troisième étape, prendre des décisions, analyser. En fait, on peut analyser en temps réel. Au niveau, même si lors d'une diag, on est sur le terrain, le labo peut déjà savoir quelle nature de prélèvement on va apporter et le nombre de prélèvements en temps réel. Dès qu'on remplit au niveau de l'application, et l'équipe peut être au courant de l'avancement. Et il y a énormément d'avantages à utiliser cette outil. Aussi la localisation. On peut savoir est-ce que le préleveur s'est rendu réellement à l'établissement. Il n'a pas prélevé ailleurs. Donc on peut savoir en temps réel. Et on ne peut pas modifier le formulaire uniforme. Et c'est une alternative numérique au format papier. Les avantages, la collecte des données qualitatives et quantitatives, réduit les erreurs, efficacité augmentée et intègre plusieurs types de questionnaires, traitement et analyse des données plus facile et plus rapide. Donc, on peut revenir en arrière, un an en arrière, à l'aise et revoir tout ce qu'on a fait, au lieu de retirer les dossiers, aller au niveau des archives, commencer à les chercher. Donc, on peut cartographier tout ça et visualiser des données sous forme de graphes, ce qui est très important de nos jours. Donc, on essaye de partir vers la numérisation. Et voilà, merci pour votre attention.